Nous disons tout le temps sur ce plateau que nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes à une ère de basculement d'une ancienne réalité vers une nouvelle. C'est ce que nous appelons le changement de paradigme entre un monde unipolaire et le monde multipolaire. Et cela engendre des constitutions nouvelles. Cela impose une nouvelle vision. Cela oblige les décideurs qui avaient une espèce de facilité à émettre leur avis sur nos devenirs, mais surtout à être capable d'orienter à la fois nos politiques, nos économies, et se rendre compte qu'avec le basculement vers un monde multipolaire, ils sont en train de perdre le continent africain. Mais pour que la chute ne soit pas brutale, ils tentent d'anticiper sur un événement annoncé, c'est-à-dire la perte réelle de leur influence sur un certain nombre d'espaces politiques et économiques au niveau de l'Afrique. Et leur anticipation tient une chose qui est simple. Aller de l'avant, nouer de nouveaux partenaires, enlacer, c'est-à-dire ficeler davantage ceux qui sont déjà sous sa coupe, et puis préparer les batailles à venir qui ne seront plus du même ordre que ceux que nous avons connus avec la nouvelle économie mondiale issue de la Seconde Guerre mondiale, avec les instruments de finance et d'économie que nous avons connus dans lesquels la France jouait un rôle d'intermédiaire du point de vue de l'implémentation de certaines politiques à la fois économiques, sociales et culturelles. Donc, nous sommes, c'est ce qu'on appelle le déplacement de plaques tectoniques. Il y a un basculement qui va s'opérer. Et dans ce basculement-là, Paris ne veut pas être totalement éjecté. C'est pour ça qu'elle essaie d'anticiper pour essayer de se maintenir ou bien de grappiller encore quelque chose pour éviter cette chute brutale qui risque de faire imploser complètement non seulement l'économie française, mais même la société française. Et donc, évidemment, ce n'est pas une question de je t'aime, faisons-nous des bisous, etc., etc. Nous sommes dans la réalité brutale des rapports sociaux, politiques, économiques dans le monde. Et là-dedans, ce sont les leaders les mieux armés, les mieux préparés, ceux qui ont une capacité d'anticipation sur les événements qui seront les mieux placés pour essayer de tirer leur épingle de jeu. Malheureusement, la plupart du temps, chez nous en Afrique, il n'y a pas des instituts qui analysent, qui sont dans la prospection géopolitique et économique, qui prévoient, n'est-ce pas, les différentes étapes de cette mutation à venir et proposent des solutions à nos dirigeants pour que, justement, nous n'y soyons pas comme on l'a été à la veille des indépendances, c'est-à-dire sans aucune arme, sans aucune proposition, sans aucun bouclier, laissé à la merci de ces puissances occidentales qui ont fini par façonner l'univers politique et économique de nos États à leur bon vouloir. C'est là le nœud central. Donc, ce n'est pas une question je t'aime pas, pourquoi il fait ça, il est trop méchant, il fait ça depuis 100 ans, il va encore refaire ça maintenant. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que nous sommes dans des rapports d'une brutalité inouïe, des rapports entre les États, entre les intérêts, entre les intérêts des lobbies, souvent même pas les intérêts des États, qui poussent à leur avantage quand ils ont un brillant capitaine, quand je dis brillant, mettez ça entre guillemets, hein, mais un capitaine comme M. Macron qui peut accompagner ces lobbies-là à pouvoir encore davantage tirer leur épingle du jeu en tentant de protéger leurs intérêts sur notre continent. Et quand vous voyez les deux pays au sud Sahara qui seront visités par Macron, il y a le Nigeria, il y a encore pas très longtemps, était la principale puissance économique du continent. Entre-temps, ils ont dégringolé. L'Afrique du Sud a repris la première position, suivi, je crois, de l'Égypte, et eux, ils viennent en troisième et en quatrième position. Mais le Nigeria est très affaibli, parce que du point de vue du leadership politique, M. Tinubu n'est pas à la hauteur du grand Nigeria, qui a des aspirations d'être l'un des moteurs principaux d'une certaine dynamique africaine
pour sortir complètement de ce carcan néocolonial. Le second, c'est le Kenya. Le Kenya qui nage entre deux eaux. D'un côté, c'est une volonté affirmée d'attirer les investisseurs, mais avec la guerre qui s'est passée entre les États-Unis, Israël et l'Iran, il a affaibli ceux qui étaient en capacité de venir investir au niveau du Kenya, c'est-à-dire les monarchies du Golfe, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, etc., le Koweït, qui étaient les principaux, j'allais dire, futurs clients du Kenya pour essayer de s'investir dans l'économie kenyane avec l'ambition de bloquer complètement toute la côte est de notre continent pour leurs propres intérêts. Mais ils sont tellement affaiblis qu'ils n'auront plus la capacité de jouer et d'influer suffisamment sur ce pays-là. Donc, le Kenya est un peu à la croisée des chemins et il cherche de nouveaux partenaires. Pourquoi pas la France? Pourquoi pas la France? Si elle peut jouer le rôle d'intermédiaire, exactement comme les négriers d'Afrique de l'Est jouaient sur les côtes de Zanzibar, c'est-à-dire venir à l'intérieur du continent, faire des razzias, prendre des esclaves et aller les vendre sur la côte. Ça peut être aussi ce rôle de comptoir, plus ou moins négrier, que le Kenya peut jouer. Alors, il y aura encore des Africains pour dire, oui, mais nous sommes des Africains, pourquoi ils peuvent nous faire ça? Ils sont comment dire ça? Ils sont dans les joint ventures avec les Occidentaux pour continuer de piller nos richesses. Là, une fois de plus, nous sommes en Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Et comme les Africains ne veulent pas prendre cette responsabilité d'aller vers les unions, même sous-régionales, nous aurons affaire au fait que chacun se bat dans cette bourrasque qui arrive pour tenter de maintenir une certaine cohérence économique et un certain avantage économique pour son pays, au détriment peut-être des autres pays africains. Le bateau coule, sauf qu'il peut. Donc, et ça dénote encore d'une incapacité, n'est-ce pas, des intellectuels africains de prévoir l'avenir. Cette incapacité de prévoir l'avenir et de prendre des mesures subséquentes pour vraiment endiguer complètement cette espèce de tsunami qui arrive, qui risque de balayer, de créer beaucoup de dégâts au niveau du continent africain. La politique de sauve qui peut, chacun essayant de sauver sa peau, risque d'être le véritable tendon d'Achille, n'est-ce pas, qui va vraiment créer beaucoup de problèmes au niveau de notre continent. Heureusement qu'il y a des gens comme ceux de l'AIS qui avaient commencé à avoir cette difficulté. C'est ça qui a amené l'AIS à se dire, on se met ensemble pour attendre les mauvais jours demain, pour qu'il y ait une soudaineté, une cohérence et une cohésion qui nous permet de ne pas subir de plein fouet, n'est-ce pas, les soubresauts de cette violence économique qui va se rabattre sur nous. Mais d'autres le font encore un peu plus intelligemment. On n'en parle pas beaucoup. Il y a des pays comme le Botswana qui est en train de nouer un certain type de rapport économique avec d'autres pays d'Afrique de l'Est dont on n'en parle pas beaucoup, le Zimbabwe, le Rwanda, etc., etc. Et là aussi, on a l'impression qu'il faudra qu'on commence à regarder de ce côté parce que, pour moi, j'ai l'impression que ça fait un peu plus intelligemment et ça risque d'être aussi des phares qui risquent de nous donner à voir dans ce que l'Afrique devra faire demain pour ne pas tomber totalement dans cette malédiction de l'après-indépendance où on nous avait dit nous sommes indépendants, mais en même temps, nous avons été totalement sous la coupe, sous la domination des puissances qui étaient soi-disant parties, mais qui avaient laissé la tête de nos États, des hommes liges qui ont continué d'être à leur service et ont fait de nos économies des économies extraverties, incapables d'impulser un véritable développement, ni d'industrialisation, ni une véritable pensée économique. Ils nous ont jeté pieds et mains liés entre les mains de ces ordres que étaient la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux, le Club de Paris, le Club de Rome et toutes ces structures bilatérales et multinationales. Finalement, il n'y a pas eu un décollage économique réel au niveau de notre continent et nous en sommes là, des décennies après les indépendances, encore dépendant totalement de cet impérialisme occidental qui ne fait pas de cadeaux et qui n'a pitié vis-à-vis de personne.